Allons maintenant passer à Léonore Border, chercheuse en biomécanique sur l'utilisation des outils de simulation numérique. OK. Alors du coup, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je me présente, je m'appelle Léonore Border, je suis ingénieure en mécanique et en biomécanique et je suis surtout, ingénieure R&D au sein d'Xfit Orthotics et en thèse en même temps. Donc, je suis en contrat double entre le laboratoire, qui est celui de laboratoire de biomécanique appliquée à Marseille et Xfit Orthotics. Donc vous avez compris, moi, c'est ma présentation, elle va être un peu différente. On va un peu changer de paradigme, parce que je suis pas issue du monde médical, moi, je viens du monde industriel et je me suis formée par la suite en biomécanique. Parce qu'en fait, on se rend compte que le corps humain, c'est globalement une très grosse machine. Donc moi, l'idée de cette présentation, c'est surtout de vous parler un petit peu de l'aspect, de l'impact de la bioingénierie, dans le traitement du pied, toutes les choses qui sont développées dans la biomécanique par les chercheurs, un petit peu loin des cliniques pour essayer un peu de comprendre, bah, comment est-ce que toutes ces avancées peuvent avoir un impact, bah, sur le métier à la fois de chirurgien, mais aussi sur le métier de podologue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer par l'exemple de ma thèse d'abord, pour un petit peu donner un exemple de l'impact de ces recherches sur la biomécanique et sur le traitement du pied et voir un peu comment, bah, cette thèse, elle peut avoir un impact direct, notamment sur une entreprise comme, Xfit Orthotics et donc sur vous et aussi, bah, comment ça peut amener à développer différents outils, par la suite. Donc d'abord, l'ingénierie biomécanique, en fait, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, ces 30 dernières années, parce que c'est arrivé un peu en parallèle du développement de l'imagerie médicale, où on arrive à voir de mieux en mieux le corps humain, on arrive à le visualiser en dynamique, on arrive à le visualiser avec différentes couches. Mais ça va aussi avec le développement de la fabrication additive, parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire, des machines de faire des objets d'à peu près n'importe quelle taille, n'importe quelle forme et surtout biocompatibles. Donc il y a une vraie question qui est apparue aussi de se demander, bah, si on peut faire des choses biocompatibles, comment est-ce qu'on peut aussi prouver qu'elles sont efficaces par rapport à un objet de série sur le corps humain? Et ça s'est aussi beaucoup développé avec, le développement des capacités de calcul. Et il y a énormément d'axes de recherche, je ne vais pas les développer tous, mais on va avoir des axes sur de la caractérisation de matériaux. Donc en fait, on va essayer de comprendre concrètement comment on peut quantifier la manière avec laquelle se déforme un tissu. Un os va forcément être beaucoup plus rigide que la peau, mais si on tire dans certains angles, en fonction du sens dans lequel on tire, du sens dans lequel on compresse, ils vont avoir des comportements différents. Et c'est un peu la même chose que d'essayer de comprendre le comportement de béton ou d'une poutre. On a besoin de ces données-là, dans le cadre de la recherche fondamentale. Mais il y a d'autres aspects un peu moins spécifiques. On va ça qui s'intéressait à l'étude des mécanismes lésionnels. Il y a plein de gens qui vont s'intéresser à l'étude des crashs, à l'impact des accidents de voiture, de vélo, de moto, et cetera, grâce à ces données matériaux. Et enfin, on va avoir des personnes qui vont faire un petit peu tout en même temps et qui vont rassembler toutes ces données mécaniques, toutes ces données très spécifiques sur des petits éléments, dans des structures plus grosses, comme le pied, où elles vont interagir les unes avec les autres et on va essayer de comprendre vraiment, d'un point de vue mécanique, comment elles agissent les unes entre elles. Moi, je travaille plutôt sur cet aspect-là. Et en fait, souvent, c'est dans 2 objectifs. Le premier, c'est la compréhension globale du vivant, c'est la recherche fondamentale, moins appliquée. Et le deuxième, c'est de l'application, en fait, de ce socle de connaissances au développement de nouveaux outils, au développement de nouvelles compréhensions pour la pratique médicale. Et moi, c'est là-dessus que je travaille. On travaille sur, en fait, comment est-ce on peut comprendre un phénomène médical, comment est-ce qu'on peut le quantifier, comment ensuite on va le modéliser pour le transformer en une équation en fait. Comment on va le reproduire? Donc comment on va être capable de reproduire le comportement d'un pied connu et à terme, si on est capable de suffisamment bien le reproduire, est-ce qu'on va réussir à le prédire? Moi, je travaille dans le cadre du pied, évidemment, sinon je pense que je serais pas là. Le pied, c'est une structure super complexe, je vais pas y revenir, vous le savez bien mieux que moi et ça a un rôle fonctionnel qui est critique et du coup, bah, une structure fonctionnelle critique, elle est aussi soumise à beaucoup de pathologies et beaucoup de blessures et le traitement du pied, c'est un traitement qui est complexe, c'est assez différent d'une structure, mécanique classique classique, une structure mécanique, comme peut l'être, un estomac ou une structure qui en fait est composée de globalement des muscles et des tissus. Là, ici, on va avoir un des problématiques de couplage de structure. Est-ce que quand on modifie quelque chose sur une structure, on est capable de vraiment prédire ce qui va le remplacer? Qu'est-ce qui va compenser? Est-ce que c'est un muscle? Est-ce que c'est un ligament? Qu'est-ce qui va se rigidifier? C'est pas forcément toujours évident. Il y a aussi une problématique avec le pied qui est que, bah, les données mécaniques, elles sont pas faciles à acquérir parce que la pression dans un cœur ou le mouvement d'un cœur, on peut l'avoir avec une échographie, on peut même faire de la manométrie. Avoir les contraintes à l'intérieur des os, les patients, ils aiment pas trop, je pense qu'on leur mette des capteurs dans les os.
Donc du coup, ça, c'est aussi des choses qui rendent complexe, le traitement. Et il y a aussi, l'anticipation donc des gestes médicaux et la variabilité, des performances de chirurgie interindividuelle. Vous en avez parlé tout à l'heure, on ne sait pas toujours vraiment pourquoi est-ce que ça réagit d'une manière ou d'une autre chez un patient. Donc moi, l'objectif de ma thèse, c'est de passer un peu de l'empirique, donc cette compréhension qu'on a qui est très pointue, à la quantification pour être capable de le reproduire. Et pour ça, moi, je travaille avec ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Donc un jumeau numérique, c'est un objet informatique qu'on va utiliser pour reproduire par ordinateur, le comportement d'un objet mécanique. Moi, en l'occurrence, ici, ça, c'est une illustration de ce avec quoi je travaille. C'est un jumeau numérique de pied qui est composé, pour côté, hein, des os, on va avoir la peau, on va avoir des muscles, on va avoir le plan fascial, ils sont ici, là, on va avoir des ligaments, on va avoir en fait tout ce qui compose notre pied. Et tous ces petits éléments, on va les définir et on va définir leur comportement avec ce dont je parlais au début, les fameuses personnes qui font de la caractérisation matériaux. Donc comment ça marche en fait? On part d'abord d'une imagerie médicale, donc ici c'est un scan, qui est transformé en un objet 3D, on en fait une maquette. Et ensuite on va définir des matériaux, donc on va dire qu'un os c'est plus rigide que la peau, on va dire que le ligament il tire dans un sens, pas forcément dans l'autre. Ensuite on va définir des plages de mouvement autorisées pour éviter de se retrouver avec, cette partie du pied qui se trouve ici. Donc vraiment contraindre notre modèle, lui apprendre, les limites anatomiques. Ensuite, sur ce type de modèle, on peut le laisser tel qu'il est ou alors on peut modéliser des actes. On peut lui mettre une semelle sous son pied, on peut couper un os, on peut faire une rotation et enfin, pour lui donner vie, on va lui appliquer un mouvement. Donc on va activer des muscles, un petit peu partout, comme on a dans la réalité, pour réaliser la marche, la course et cetera et après avec ça, on va pouvoir simuler, extraire des données. Ouh, il y a une drôle de couleur mon pied. Donc voilà. Et en fait, c'est ce type de modèle qu'on a. Et ce type de modèle, on peut lui permettre de marcher, de courir. On peut lui le coupler à une semelle, on peut le coupler à des chaussures. Et concrètement, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous donner des données mécaniques. Typiquement, on va avoir des pressions plantaires, par exemple, qui vont être obtenues par le calcul. Oh, c'est pas très bon. Je suis désolée pour cet affichage. Bon, en fait, on va se rendre compte comme on aurait sur une plateforme de pression, on va avoir les différentes zones colorées en fonction de la pression de la pression qu'il y a sous le pied. On va avoir la même chose dans les os, si ça veut bien ça veut pas me le montrer, mais en tout cas, on peut voir avec le mouvement l'os qui va toucher le sol, enfin le pied qui va toucher le sol et la manière avec lesquelles les contraintes elles vont se répartir à l'intérieur de l'os. On peut récupérer ce que vous pouvez aussi récupérer, sur des plateformes de pression, la trajectoire des centres de pression, ici, en rouge, ou alors s'intéresser même à la position d'un os. Ici, par exemple, c'était l'os naviculaire en comparaison avec 2 semelles différentes. Et ce type de modèle, c'est le cœur de ma thèse et c'est là-dessus qu'on travaille, hem, avec pour ambition de prédire le comportement d'un pied, suite à une sollicitation, donc les semelles, les chaussures ou une modification anatomique, pour mieux anticiper l'impact de ces chaussures, l'impact de ces gestes chirurgicaux. Et ça porte sur 2 points. Ma thèse en elle-même, elle porte sur l'aide à la planification chirurgicale dans le cas de la chirurgie de la luxe valgus. Donc en fait, je travaille en collaboration avec un chirurgien à Nice, le docteur Schramm, qui, va me mettre en contact qui va me permettre, d'acquérir des données avec ses patients et en fait, je vais générer un modèle numérique préopératoire et post-opératoire de ces patients et on va faire preuve de la capacité prédictive de ce modèle, montrer que, on a créé un modèle qui se comporte exactement comme notre patient avant l'opération et après son opération, quand on reproduit les mêmes gestes chirurgicaux, notre modèle se comporte aussi comme le patient après sa chirurgie. Bingo, on a été capable de le prédire. Donc à terme, on va pouvoir faire varier le plan chirurgical qui a été fait et si on faisait une plus grande angulation sur le méta et si on faisait une plus petite translation et cetera, pour évaluer les gains potentiels et notamment, établir si, on aurait pu faire autrement la chirurgie, pour le gain du patient. Mais ça a aussi un impact direct sur les semelles parce qu'en fait, créer des modèles numériques, c'est une chose et c'est ça la technologie. Après, savoir avec quoi on le couple, c'est autre chose et on peut complètement coupler, ce type de modèle avec des semelles. Si on définit des critères quantifiés de performance, donc typiquement, on dit que pour un pied plat, on va étudier l'affaissement du naviculaire, on peut s'intéresser à la surface de contact en dessous du pied. Si on fixe tous ces critères de performance, on peut simuler sur des pieds personnalisés les semelles et comprendre en amont l'impact qu'elles vont avoir sur notre patient. Donc évidemment, il y a une limite et qui est le cœur de ma thèse, c'est celle de la variabilité interindividu. Donc c'est parce qu'évidemment, vous allez
Je serais bien audacieuse de dire qu'avec un modèle standard qui ressemble à peu près à tout le monde, on peut exactement prédire le comportement d'une seule personne. C'est faux. Nous, la confiance dans nos modèles, elle repose sur le fait qu'il va être patient spécifique. Et pour être patient spécifique, on ne peut pas s'intéresser seulement à ce qu'on peut faire aujourd'hui, la taille du pied, le poids du patient, s'il est un peu pronateur, un peu supinateur. Je pense que ça va un petit peu plus loin que ça quand même, l'orthopédie. Et pour atteindre cet objectif, on a besoin de méthodes de personnalisation, on a besoin de méthodes de validation. De personnalisation, c'est définir qu'est-ce qu'il faut modifier sur un modèle pour qu'il ressemble exactement à notre patient. Et validation, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder sur notre modèle pour comparer au patient et dire, OK, effectivement, notre modèle, il est quand même assez proche. C'est pour ça que dans ma thèse, je développe des méthodologies le plus simple possible d'acquisition de données pour que ça soit applicable dans n'importe quelle clinique, à la fois de podologie, mais aussi de chirurgie, pour acquérir ces données qui vont me permettre de personnaliser et également de mettre en place la méthode de personnalisation pour avoir quelque chose d'automatique. Je ne vais pas vous embêter avec les méthodes de personnalisation, mais en tout cas, moi, mes 4 axes, c'est la géométrie, évidemment, les caractéristiques de la marche, notamment, la vitesse à laquelle il va marcher, l'angle du pied par rapport au sol, la force appliquée par le talon, l'angulation du pied, l'angle d'ouverture du pied, tous ces paramètres-là. Les données articulaires, est-ce qu'il y a des laxicités, est-ce qu'il y a des rigidités particulières? Ça va être implémenté et également, les activations musculaires en fonction des pathologies. Et en ce qui concerne l'acquisition des données, moi, je pars sur la récupération soit de scanners extérieurs, puisqu'en podologie, on n'a pas forcément toujours besoin d'aller jusqu'au scanner, enfin jusqu'au CT scan, mais en tout cas, la géométrie extérieure pour la podologie et jusqu'au CT scan complet pour la chirurgie. Et dans la clinique du chirurgien avec lequel je travaille, j'utilise 3 caméras, une plateforme de pression qui permet d'étudier ici le mouvement de certains repères par rapport au pied, sur le pied, donc typiquement le naviculaire, le M1, le talon, et aussi des plateformes de pression qui me permettent d'observer l'impact, d'observer les pressions sous le pied en statique, mais aussi en dynamique. Et à partir de toutes ces données-là, je génère mon modèle. Donc moi, avec mes patients, en fait, je vais recruter des patients, récupérer leurs données cliniques préopératoires, comme je viens de vous le montrer. Je vais leur créer un modèle que je vais valider. Donc je vais confirmer que mon modèle, il se comporte bien comme mon patient sur les critères que j'ai définis. Ensuite, le chirurgien va faire sa chirurgie. Je vais récupérer le plan chirurgical, donc comment il l'a fait. Et je vais générer des modèles. Je vais générer un modèle numérique. Donc je vais reproduire cette action chirurgicale sur le pied. Et ensuite, je vais récupérer les mêmes données post-opératoires et comparer le modèle que j'ai créé à ces données post-opératoires. Et là, l'objectif, c'est qu'on soit capable de montrer que ce modèle, il est capable de prédire le comportement post-opératoire. Et donc, à terme, on va pouvoir s'amuser et faire varier plein d'éléments et étudier l'impact que ça va avoir sur le pied. Mais concrètement, du coup, pour revenir un petit peu à la podologie et aux semelles, le rôle de ce type de modèle, il est aussi important dans des sociétés et dans le cadre de la podologie. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas, le système X8 aujourd'hui, il fonctionne comme ça. On a une extraction du ouais, décidément les vidéos dans mon slide, ce serait pas fait, hein. Alors, c'est pas grave, on a le scanner qui, va nous permettre d'acquérir l'empreinte du patient, donc le scanner qui est au fond là-bas. Cette empreinte, on va les récupérer numériquement. Elles vont permettre de créer une semelle qui va être vierge, sur laquelle, le podologue peut ajouter tous les paramètres qu'il faut, tous les éléments de podologie qu'il souhaite et après la semelle est imprimée. Et en fait, l'objectif des jumeaux numériques, c'est de rajouter une petite étape ici, qui permettrait de valider les semelles qui ont été faites, qui ont été proposées par le podologue et de lui dire: voilà, là, en termes d'affaissement de l'arche, ça donne ça. Avec d'autres modèles, vous pourriez avoir un peu plus, mais vous perdriez sur d'autres critères, et cetera. Et typiquement, il y a des premiers essais qui ont été faits. Ça, c'est des résultats que j'ai présentés, au congrès IFAM, donc c'était un congrès international sur la podologie et sur, la biomécanique en général. Où en fait, on a montré une première mise en place de personnalisation de modèles, comme je l'ai expliqué précédemment, un peu simplifié, donc sans avoir un CT scan et cetera. Donc on a une personnalisation en proportion, on a une personnalisation sur la forme exacte de la plante du pied du patient, extraite ici à partir du scanner X8, pour passer d'un modèle qui ressemble assez peu à notre patient, à un modèle qui ressemble complètement. En tout cas sur le dessous du pied. Et donc là, par exemple, ici, on peut voir, en bleu, c'est le pied de base, enfin celui qu'on avait originellement, notre pied standard à partir duquel on part. Et en rose, c'est le pied morphé et on a plein de petites différences anatomiques qui apparaissent, qui permettent de personnaliser la géométrie du pied.
Sachant que c'était un patient le premier essai qu'on a fait, c'était sur un patient pied plat, donc on a aussi ajouté quelques caractéristiques biomécaniques, des laxités d'articulation et cetera. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ce patient plaît pas, il s'est scanné, on a récupéré son pied, on l'a couplé avec mon modèle standard et on a obtenu ce modèle-là, qui est un modèle, personnalisé à ce patient. Et oh yes, la vidéo marche. Et du coup, ici, là, on a une comparaison entre le modèle standard qu'on avait, qui était un patient plutôt sain, et notre modèle ici, qui était plutôt un patient pied plat, avec, un affaissement de l'arche ici, un centre de rotation, une trajectoire du centre de pression, pardon, un peu différent, et ici, un affaissement de l'arche. Et du coup, on l'a couplé avec la semelle qui avait été faite par le podologue à l'époque. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la semelle non plus, mais ici, on a la simulation du couplage et on a pu regarder des données, qualitatives, par exemple. Ici, des pressions plantaires, donc les pressions, du pied au niveau du sol. Donc là, c'est le cumulé des pressions, là, c'est au fur et à mesure de la marche et on se rend compte, du coup, que la semelle, déjà, elle nous permet de revenir à, une trajectoire de centre de pression assez intéressante et avoir moins, ici, de contact au niveau du médio-pied et donc moins d'affaissement. Mais on peut aussi s'intéresser à des données beaucoup plus quantitatives et notamment, la position d'un os, ici le naviculaire. A priori sur un pied, si un pied s'affaisse sur l'arche médiale, on va avoir une baisse de cet os, de la position du centre de cet os et si on compare en violet, pardon, avec, la semelle et en rouge sans la semelle, avec la semelle, on arrive à contenir de 3 millimètres l'affaissement du pied. En tout cas, on arrive à le montrer par le calcul. Et donc typiquement, ce genre de simulation, enfin ce genre de développement, il sert à ça. Il sert à essayer de proposer des solutions et proposer une visibilité encore plus grande et une prédiction de l'impact de la semelle sur notre patient. Et donc, c'était vraiment ce qu'on souhaite, avoir un outil qui serait capable de proposer un retour scientifique objectif sur les semelles conçues. Et donc pour terminer rapidement, tout ça, ça amène aussi à des projets de développement autres. Hem Il y a plein d'enjeux dans la podologie et notamment dans la numérisation de la podologie, comme on voit avec plein d'entreprises, notamment XFIT. Hem, la numérisation, c'est un vrai défi, mais il y a des défis qui étaient présents sur, la conception, la fabrication des semelles, avoir des semelles répétables qu'on soit capable de recréer, mais également sur la prise d'empreintes, mais il y en a aussi sur les outils diagnostiques et il y a 2 défis qui persistent aujourd'hui, à notre sens, c'est la validation scientifique, donc qui est touchée un peu par le développement de mesurements numériques, mais aussi l'aide au diagnostic. Parce qu'on sait que le diagnostic podologue, c'est quand même très multifactoriel, il est complexe à faire, il y a beaucoup de données, beaucoup de matériel différent et nous, en parallèle, on commence à essayer d'avoir un peu une banque de données, une certaine expérience aussi sur, hem, les diagnostics, sur les outils de prise d'empreintes et en fait, on a un réel objectif aujourd'hui, c'est de développer un outil d'acquisition de mesures objectives qui permettrait de centraliser les critères de mesure qui sont utilisés aujourd'hui, par les podologues dans leur diagnostic pour, vous aider à faire ce diagnostic plus facilement, plus rapidement avec un seul outil et également, pouvoir valoriser ces données avec vous pour, vous fournir une aide de solution d'aide au diagnostic. Et en fait, ça c'est un peu 2 besoins qui se rejoignent parce que comme j'ai dit tout à l'heure, pour générer un jumeau numérique, on a besoin d'acquérir des données. On a besoin de ce que j'ai amené dans l'enceinte de mon, dans le cabinet du chirurgien avec lequel je travaille et ce type d'outil, il permettrait déjà d'acquérir toutes ces données-là. Il permettrait d'avoir vraiment juste une boîte dans laquelle on fait nos mesures et avec lesquelles, on extrairait seulement les données et on pourrait générer le jumeau numérique dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais en plus de ça, ça serait également un outil hyper innovant pour gérer cette problématique, de diagnostic et cette multiplicité d'outils qui sont utilisés pour le diagnostic. Donc hop là, voilà. Donc notre grand objectif, c'est, d'améliorer les fonctionnalités de ce scanner qui existent aujourd'hui en ajoutant des mesures géométriques plus grandes, tout le pied, pourquoi pas. La mesure du mouvement, essayer de voir ces données de vitesse de pas, d'angle de pas. Des mesures d'analyse de la mise en charge, de la pression, de la force et également, pourquoi pas, de l'activation musculaire à terme. Tout ça ajouté dans une fonctionnalité supplémentaire de l'application avec un interfaçage de ces données pour vous permettre la visualisation de ces données, de manière plus simple que ce que vous pourriez avoir peut-être dans vos cabinets et également l'accès à un algorithme d'intelligence artificielle pour, compiler un peu ces données pour vous et vous permettre et vous aider à y voir clair sur, toutes ces données et à vraiment exploiter la valeur ajoutée du podologue aujourd'hui qui est le diagnostic et vous donner les meilleurs outils pour faire ça. Donc voilà, ça entre dans le cadre de nos ambitions long terme, cet outil d'Adobe Diagnostic et cette méthode de validation sur jumeaux numériques à terme dans le cadre de la solution. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée.
Ça, c'est génial. Est-ce que le type d'acquisition, c'est le même pour un chirurgien ou un podologue? La grande différence, c'est sur les données géométriques. Parce que pour un podologue, on ne peut pas imposer à un podologue de devoir faire un CT scan à tous les patients pour pouvoir avoir la géométrie exacte de tous les os, de toutes les articulations. Donc ça serait la grande limite, en fait, vraiment cette personnalisation très, très précise qui est nécessaire en chirurgie, peut-être un peu moins en podologie. Mais globalement, sinon oui, les mesures de pression, les mesures vidéo de points anatomiques, ce serait le même. Voilà, je suis en thèse, donc c'est en plein développement. Là aujourd'hui, pour le moment, je vais terminer la personnalisation géométrique et j'envoie mon matériel, chez le chirurgien avec lequel je travaille. Donc pour le moment, je pourrais vous répondre peut-être dans 2 ans sur la partie chirurgie. Mais en tout cas, sur la partie podologie, pour le moment, la génération automatique de la géométrie, elle est instantanée. Après, l'ajout des semelles et cetera, c'est encore un peu de travail manuel, mais justement, c'est l'objectif de cette thèse aussi, de rendre ça plus automatique et permettre, un calcul, en temps réel. Et ça marche pour les semelles mécaniques, pas les semelles de stimulation. Ah non, ça malheureusement, on sait pas encore très bien simuler le comportement du cerveau, des yeux, je laisse ça aux générations à venir. S'il y a pas de questions ouais? Dans le protocole, c'est chirurgien, ça dure combien de temps? 5 minutes, 20 minutes? Alors le plus long, c'est de coller des petites gommettes sur les pieds des gens, qui prend juste pour tirer le scotch double face, mais globalement, c'est 6 minutes de test. Qui s'ajoute à la pratique, enfin au rendez-vous classique, préopératoire et post-opératoire en chirurgie. Oui, ça arrive bien. Léonore, une question internet, les capteurs des pressions sont-elles résistifs ou capacitifs? C'est des résistifs. Voilà. Ouais, là, c'est sponsorisé par Medicapteur. C'est une plateforme Medicapteur. Non, en fait, pour le moment, on a la problématique, qu'on avait, c'était que, on souhaite le moins possible, imposer des choses aux chirurgiens qui travaillent avec nous et on veut le moins possible changer, changer ses pratiques et une plateforme de force, ça commence à faire une sacrée organisation parce que souvent c'est assez gros. On va avoir 2 logiciels différents à utiliser. Donc pour le moment, on extrapole le calcul de force à partir des calculs de pression, et on a fait des validations qui prouvent que c'est globalement assez satisfaisant, en tout cas pour l'utilisation qu'on en a. Et on utilise de toute façon que la force dans un axe, qui nous suffit aussi. Donc non, là malheureusement, après si quelqu'un arrive à faire une plateforme de force et de pression très, très précise, je la prends. Mais malheureusement non, c'était trop lourd, pour embêter, notre collaborateur. Mais ça aurait été l'idéal. Bah, c'est aussi ce qui est fait dans les très gros laboratoires avec, les 8 caméras. Souvent, on doit avoir des plateformes de pression, des plateformes de force et 8 caméras, dans des entreprises, enfin dans des laboratoires de recherche, très, très poussés sur l'analyse du mouvement. C'est pas non plus l'objectif. L'objectif, c'est que ça reste, abordable à tous les niveaux, et généralement, ce type d'essai, c'est quand même un peu cher. Donc c'est pas forcément, très viable, pour des ouais, c'est ça, c'est de la motion capture, c'est un peu comme ce qu'on fait dans le cinéma. Ouais, tout à fait. Ça a pas de nom particulier, c'est de l'analyse du mouvement. Parce qu'on a quand même la partie, capture de marqueurs, mais avec de la baropodo, disons que la donnée baropodométrique, elle nous permet surtout de valider après notre modèle. Parce que du coup, un des critères principaux qui est utilisé dans la littérature pour valider ce genre de modèle, c'est les pressions plantaires. Parce que ça traduit en fait assez bien de comment les structures s'écrasent et comment elles se chargent. Donc c'est surtout pour cette validation qu'on l'utilise, alors que dans le cadre des essais, vraiment en motion capture, c'est vraiment c'est une entrée, c'est une donnée d'entrée, la force, alors que nous, on la prend plutôt en donnée de sortie. Ouais. En fait, on récupère la force quand même, mais juste, en fait, on fait un cumul des pressions par la surface qui est mesurée, mais surtout, en fait, on l'obtient sur des essais statiques standards,
et en évaluant les déplacements de points anatomiques connus, typiquement le naviculaire ou typiquement l'angle qu'on va avoir entre métanaviculaire, talon. Et en fait, c'est avec ces données-là qu'après on règle nos curseurs pour que notre modèle se comporte, de la même manière. Ouais. Isolé, sans geste associé, Mmh. un certain âge, un certain. Vous êtes un panel très large. Mais... On a fait le choix de prendre des hallux valgus qui sont isolés, donc pas d'orteil, pas de geste sur les. Ouais, tout à fait, pas de griffe. Une technique, une osteotomie de la main, une osteotomie de Ouais, c'est ça. Un point de vue, même retention ligamentaire, une chose comme ça. Ça, on va le prendre en compte, mais pareil, on va essayer de prendre on veut essayer de prendre des hallux valgus qui sont de modéré à sévère, mais avec en tout cas avec un geste qui reste le plus similaire possible, parce que sinon les comparaisons ont moins de sens, en tout cas sur un nombre de patients faible. Mais ouais, on a essayé de se focaliser sur vraiment de l'isoler avec un peu de relâchement, mais pas non plus. Enfin, on a besoin de quelque chose de relativement simple à cette étape, donc c'est pour ça qu'on prend seulement en compte le premier rayon et les autres. Typiquement, même sur des modérés à sévères, Ouais. on vous a vu que sur 20-40 degrés, mais la libération de release latérale, moi je ne le fais pas systématiquement. Donc est-ce que vous avez séparé sans release ou pas pour l'instant? Et c'est vrai que le chirurgien avec lequel je travaille, je crois, fait des releases systématiquement. Donc ça a résolu mon problème.